sur notre territoire national. En son audience du 22 septembre 2016, devant le premier président près la Cour d'appel de Toulouse. Recel de faux en écriture publique par le parquet en son représentant. Recel de faux en écriture publique par l'agent judiciaire du Trésor en son représentant. Alors que ces faux ont été portés à leur connaissance. Faux en principal déjà consommés et dénoncés aux parties. De tels agissements pour faire valoir un droit. Alors que sur le fondement de l'article 1319 du Code civil, l'acte inscrit en faux en principal n'a plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit. Fait réprimer par l'article 441-4 du Code pénal est suivant. Soit une infraction instantanée et imprescriptible. Soit un réel trouble à l'ordre public. Écoutez le débat contradictoire. Soit de la flagrance des faits confirmés par ces derniers. Que suivant délibéré qui sera rendu. Le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi d'une nouvelle plainte. Écoutez maintenant attentivement, merci de votre écoute. Par requête présentée le 10 janvier 2016, vous avez saisi pour les tribunaux de l'appel de Toulouse et d'une demande d'indemnisation sur la détention provisoire que vous avez estimé avoir injustement subi du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011. Voilà. Vous avez demandé une somme de 27 489 € en opération de police morale, 20 000 € pour les frais 7 000 € pour les frais répétibles, 2 000 € pour les dispositions article 700 du Code de procédure civile et vous avez demandé l'exécution provisoire du juge. Par conclusion reçue le 17 mars 2016, l'agent judiciaire de l'État demande de dire que la requête d'indemnisation de détention provisoire annoncée par M. Laborie est irrecevable et de débouter l'intéressé de cette demande, le condamné à 3 000 € à 700. L'agent judiciaire de l'État précise notamment que M. Laborie n'a pas fait l'objet d'une décision de non-lieu de relatif, parce que M. Laborie a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le juge de 4 septembre 2011, que cette décision a été confirmée par rapport à la téléphone de février 2012 et non définitive. Que le recours en révision de M. Laborie a également été rejeté par ordonnance du 14 avril 2015 pour absence d'éléments nouveaux. Après avoir usé de toutes les voies de recours, M. Laborie a été déclaré coupable de faits reprochés et a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme, qu'il n'a pas fait l'objet d'une détention provisoire, à l'instar de ce qui lui a été indiqué dans le cadre des deux procédures similaires initiées en vain par ses soins. Que la requête est irréfutable sur le fond. Que la dernière décision rendue dans l'affaire est une ordonnance de la Cour d'appel en date du 10 février 2012, que M. Laborie a déposé sa requête près de 4 ans après la dernière décision définitive, soit le 18 janvier 2016, que le délai de 6 mois qui lui était imparti afin de former sa requête à compter de la dernière décision définitive, la prescription de l'action de M. Laborie est acquise et la requête est irrecevable. J'ai reçu des conclusions du ministère public qui dit que votre requête est irrecevable et demande de statuer sur la demande de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le ministère public précise notamment que M. Laborie a été déclaré coupable des faits qui lui étaient présentés pour civil, de condamnation à but définitif, que la requête est prendre au-delà de 6 mois prévu par l'article 149.2 du Code de procédure pénale, que la requête donc est irrecevable. Et vous, vous estimez toujours que votre requête est recevable. Vous avez lu ma requête, motivée, en fait et en droit. Bon, alors, Monsieur le Président, nous sommes tous rassemblés pour un débat contradictoire avec Madame la greffière, Monsieur le Premier Président qui doit rendre donc une décision tranchant sur les demandes qui ont été donc formulées par requête de janvier 2016. Et concernant une détention qui est arbitraire du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011. Nous sommes en présence du ministère public qui est indivisible, et représentant dans le parquet, représentant la société, représentant l'application des règles de droit en matière de procédure pénale et en matière du code pénal. Soit, nous sommes aussi en présence du conseiller de l'agent judiciaire du Trésor, qui, l'agent judiciaire du Trésor, représente dans l'État, qui, l'État, a son obligation, au vu des textes, d'indemniser une détention arbitraire. Alors, vous comprenez très bien que autant le ministère public, autant l'agent judiciaire du Trésor représenté par son avocat, a formulé des conclusions
que ces conclusions sont fondées justement sur l'acte du 15 septembre 2011 qui malheureusement a été consommé et au vu de l'obstacle aux voies de recours a fait l'objet d'une inscription de faux en principal qui a été régulièrement enrôlée, qui a été régulièrement donc dénoncé par huissier de justice au procureur république, qui a été dénoncé à chacune des parties, donc chacune des parties par huissier de justice, et qui, au vu de l'article 1319, n'a plus aucune valeur juridique. Mais le problème qui se pose, c'est que le parquet et l'agent judiciaire du Trésor, qui s'est servi d'un faux en principal, constitue un trouble à l'ordre public, Monsieur le Président. Constitue un trouble à l'ordre public, car autant le parquet, autant que l'agent judiciaire du Trésor ne peut faire usage d'un faux en écriture publique constitutif d'un trouble à l'ordre public pour faire valoir un droit. Alors, Monsieur le Président, je vous apporte la jurisprudence constante dans les derniers arrêts de 2013 de la Cour de cassation qui dit bien que l'usage de faux en écriture publique constitue une infraction instantanée et que c'est imprescriptible constitutif d'un trouble à l'ordre public. Alors aujourd'hui, vous pouvez que constater quand même que autant le parquet, autant la partie adverse, l'État représenté, l'agent judiciaire du Trésor représenté par son conseil, fait usage d'un faux acte, un trouble à l'ordre public. Je vous en remets justement, Monsieur le Président, les derniers textes de source jurisclasseur, Nexis, Lexis, à Monsieur le Parquet, afin que ça ne se renouvelle pas donc chez vous, et aussi donc à vous, afin que ça ne se renouvelle pas donc aussi. Vous avez les derniers arrêts de 2013, donc, qui l'indiquent, source Nexis, Lexis, jurisclasseur. Donc vous comprenez très bien, Monsieur le Président, vous devez trancher donc un dossier où moi je vous fais valoir donc une requête en fait et en droit. Et vous avez en face deux personnes représentant dans l'État qui vous fournissent un faux document par leur conclusion qui ne fait que receler le faux et l'usage de faux. Donc je vous demanderai, Monsieur le Président, pour éviter à votre tour que vous fassiez usage de ces faux, eh bien oui, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est de ces faux, d'exclure les conclusions et demandes des parties adverses, parce que vous comprenez très bien, donc, les suites donc, qui pourraient donc être prises, qui seraient contraires donc à la loi. Reprenons et nous revenons maintenant, Monsieur le Président, à effectivement, à la... Oui, marquez-le, parce que le Conseil suprême de la magistrature, il va être immédiatement saisi. Bon, mais nous sommes là devant Monsieur le Premier Président qui va trancher. Et c'est l'objet, si vous voulez, du débat contradictoire. Voilà. Donc, Monsieur le Président, la requête est recevable. Pourquoi? Nous nous connaissons depuis donc quelque temps, où vous avez eu justement l'occasion, Monsieur le Président, de statuer sur une précédente détention arbitraire qui a fait l'objet, dans l'ordonnance qui a été donc rendue, donc d'une voie de recours dans l'appel et qui doit être prochainement le 11 donc à Paris de ce mois, du mois prochain, octobre. Voilà. Et bien sûr, Monsieur le Premier Président, donc dans cette nouvelle requête qui est un peu plus complémentaire
au vu de la précédente où vous vous êtes rendu incompétent, je vous ai fourni, et c'est incontestable, des arrêts de la Cour de cassation qui dit bien que vous êtes donc compétent. Et bien sûr, Monsieur le Président, il vous a été fourni les références donc des jurisprudences qui dit bien que la personne qui a été détenue est privée justement de voie de recours pour faire valoir donc la relaxe, et nous sommes dans ce cas-là, j'ai été privé de voie de recours pour faire valoir donc la relaxe, et que de ce fait, effectivement, constitue justement donc la recevabilité d'une demande d'indemnisation, d'autant plus que la détention a été consommée. Donc sur ces points-là, avec les 2 ou 3 jurisprudences donc fournies, je pense que vous ne pourrez pas contester donc les textes donc de la Cour de cassation. Mais en plus de ça, c'est que quand même il faut remettre le parquet devant des faits accomplis, où aujourd'hui le parquet est à l'origine de la détention arbitraire. Le parquet est indivisible par sa nature, autant le parquet du TJ que le parquet de la Cour d'appel, qui a cautionné parce que donc elle en a été donc saisie. Que de ce fait, je ne vois pas comment le parquet qui est donc à vos côtés va pouvoir vous demander donc un droit vu qu'il est déjà donc en infraction. Et cette infraction, effectivement, peut être poursuivie en responsabilité de la personne morale représentée par les personnes donc physiques, effectivement, par l'agent judiciaire du Trésor. Donc, madame, l'avocat qui représente l'agent judiciaire du Trésor, dites à l'État que vous avez la possibilité, justement, l'action récursoire envers le parquet. Alors, la détention arbitraire, je finis, Monsieur le Président, la détention arbitraire, elle est établie. Vous avez une pièce qui est formelle, d'accord, parce qu'avant de vous avoir saisi, j'ai saisi, si vous voulez, la Cour de révision, mais vous savez très bien que la Cour de révision, depuis 1920 ou 1930, sur peut-être 10 000 ou 20 000 révisions, l'État ne veut pas reconnaître dans ses torts et a rendu que 2 ou 3 arrêts de révision. Mais cela n'empêche pas, si vous voulez, que les faits sont là, sont établis, la détention arbitraire. Et vous l'avez justement bien expliqué, en plus mes explications très nettes, donc très claires dans ma requête introductive avec les actes et les preuves qui vous ont été apportées, c'est que nous avons quand même la SCP Coutard. Je pense quand même c'est une SCP d'avocat à la Cour de cassation au Conseil d'État qui est honorable quand même, et dans les écrits je pense qu'ils doivent être donc respectés, et qui dit bien effectivement donc il ne peut y avoir un quelconque délit à reprocher à M. Don Laborie, il ne peut pas y avoir un quelconque outrage parce qu'il a été reconnu, donc M. Laborie donc coupable, c'est une chose, alors qu'il n'existait aucun délit. Il a été reconnu que le 11 mars 2011, qu'il y a eu donc, sur le site internet donc une image du procureur, d'accord, qui était publiée publiquement, qui n'a jamais été donc envoyée donc à lui-même, donc il ne pouvait pas y avoir un outrage. On était dans le cadre d'une infraction, donc et à internet. Et bien sûr, comme il le dit, la prescription est de 3 mois. Et que dans le cadre là d'un délit d'internet, je prends l'exemple, si vraiment il y avait délit, d'accord, la prescription est de 3 mois. Vous savez très bien, monsieur le procureur général que vous représentez à ce jour, que la comparution immédiate, elle est interdite par la loi. Ensuite, vous comprenez très bien, certes, vous allez dire, monsieur Laborie, vous avez des voies de recours, oui, des voies de recours, oui, mais faut-il être au courant de la décision? Et la Cour européenne des droits de l'homme dit bien le 27 juillet 2007, et je vous ai donc envoyé dans les documents, que, effectivement, le jugement doit être rendu dans les 10 jours, doit être signé au vu de l'article 486 dans les 3 jours, et que si toutefois la décision est rendue postérieurement dans les 10 jours, cause un préjudice donc à la personne. Et vous avez vu, M. Laborie a eu connaissance
de la décision qu'en janvier 2012, et dans les 10 jours, a formulé donc appel. A formulé appel pourquoi, justement? Pour faire, dans l'intention de faire valoir devant la cour d'appel qu'effectivement, M. Laborie doit être relaxé. Parce qu'effectivement, il ne pouvait pas y avoir un outrage, il ne pouvait pas y avoir donc une comparution immédiate, il ne pouvait pas y avoir une détention donc de M. Laborie. Soit dans la mesure qu'on a fait obstacle à M. Laborie, régulièrement ayant saisi donc la voie de l'appel quand il a eu connaissance de ce jugement. Le problème, c'est qu'il avait déjà consommé la détention arbitraire, mais il a été privé, M. Laborie, de saisir la Cour de cassation. Il a été privé, M. Laborie, de saisir la Cour de cassation par la privation de la Cour d'appel de Toulouse de statuer justement sur l'illégalité et sur la relaxe de M. Laborie. Vous reprenez toute la chronologie qui est dans votre... Ah non, voilà. Donc, monsieur, c'est simplement pour vous dire, monsieur... Alors maintenant, monsieur le Président, c'est pour justifier effectivement qu'il est incontestable de la détention arbitraire qui est établie. Je vous ai bien précisé ça, que M. Laborie a été privé d'obtenir la relaxe par la seule volonté de la Cour d'appel de se refuser de statuer sur l'appel, d'accord? Et on rentre dans le cadre des 2 jurisprudences de la Cour de détention d'indemnisation qui dit bien effectivement que la personne qui a été privée d'obtenir la relaxe par le fait qu'on lui a refusé le droit d'accès à une voie de recours doit être indemnisée. Ça, vous ne pouvez pas contester, c'est écrit noir sur blanc. Donc, effectivement, Monsieur le Président, vous êtes compétent. Alors, la responsabilité de l'État, comme nous le savons, nous avons la possibilité de diverses façons de poursuivre la responsabilité de l'État. Soit vous pouvez la signer donc au fond, d'accord, soit il y a les régimes spéciaux qui sont justement prévus devant vous, Monsieur le Président. Je vous ai saisi et vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes donc à ce jour incompétent. Alors vous êtes incompétent, la détention arbitraire elle est établie, elle est incontestable, mais en plus de ça, c'est que vous avez justement 2 ou 3 jurisprudences de la commission de détention d'indemnisation qui justement indiquent qu'il faut réparer ce préjudice-là. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis devant vous pour obtenir justement la réparation des différents préjudices que j'ai fait valoir justement dans ma requête introductive d'instance. Alors, je ne pense pas que l'avocat de la Cour de cassation, quand même, s'amuse à faire des écrits sans qu'il soit pris en considération. Il vous l'explique bien qu'il ne pouvait pas y avoir que une détention arbitraire. Mais en plus de ça, Monsieur le Président, la détention arbitraire, je voudrais, moi, cesser de faire sur mon site toute cette diffusion publique, mais je suis obligé. D'accord? Pour quelle raison j'ai été mis en détention arbitraire? Pour faire obstacle à un procès où la Cour de cassation avait renvoyé M. Cave, magistrat, devant le tribunal correctionnel. Il a été jugé, vous savez par qui? Par son collègue de chambre. Où est l'impartialité? Où est l'impartialité? Donc ça, c'est autre chose. Mais le but de ma détention arbitraire est là. Est-ce que nous sommes dans un état de droit, Monsieur le Président? Je pense que nous sommes dans un état de droit. Si je suis là devant vous, Monsieur le Président, c'est que je respecte la justice, c'est que je vous respecte et je respecte tous les membres de ce tribunal, de cette juridiction. Mais je fais valoir, conformément à la loi, donc les tests qui doivent s'imposer, qui doivent être donc appliqués. Alors, à ce jour, Monsieur le Président, il y a un trouble à l'ordre public dans cette audience par les 2 parties, le représentant du parquet et le représentant judiciaire du Trésor, qui vous ont fourni des conclusions faisant usage d'un faux en principal au vu de la jurisprudence que je vous ai exposée, constitue un trouble à l'ordre public, constitue une infraction instantanée que je vous demande d'écarter purement et simplement. Pour le préjudice, vous maintenez ce que vous avez mis dans vos requêtes? Absolument. Aussi bien de janvier que de mars? Absolument, Monsieur le Président. Parce que ce n'est pas la peine de se répéter 2 fois, je crois que c'est clair
hein, autant dans l'une ou et dans l'autre. Hein, d'autant plus qu'elles sont motivées en fait et en droit. Il faut faire cesser. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames, là? Vous faites que causer un préjudice. Vous faites, monsieur le président, vous faites que causer un préjudice à l'État. Autant vous, le représentant du parquet, autant vous, madame. Parce que c'est vous qui êtes là en train des conclusions. Vous aggravez la responsabilité de l'État où l'État a eu une obligation d'indemniser. Il faut faire cesser. Je vous demande, monsieur le président, de débouter la partie adverse et de faire droit à toutes mes demandes dans ma requête. Alors, maintenant, l'agent judiciaire, vous estimez que c'est irrecevable? Tout à fait. Oui, ça c'est... Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que dans la lecture, vous avez déjà tout mis. Je pense à la- Alors, attendez, vous contestez l'argumentation de la commission de détention. Mais elle maintient ses écritures. Et non, mais je veux dire, non, mais... Alors, voilà, alors elle maintient ses écritures, ce qui est constitutif Chacun son tour. d'un trouble à l'ordre public. Parce que moi, je ne vous lâcherai pas. Hein. À personne. Hein. Chacun son tour. Maintenant, monsieur le président. Il faut respecter les règles de droit. Mon rapporteur mes écritures. Bon, certes, monsieur, j'ai rien à vous dire, c'est pas vous qui les avez faites, bien que le parquet est indivisible. Hein, donc j'ai tout mon respect pour vous. Hein. On va mettre. Il y a des règles de droit. Je vais pas mettre. Donc il faut les appliquer. Stop. S'il vous plaît. Et notre justice, elle serait moins engorgée de procédures de voie de recours. Bon, eh ben, je crois que j'ai de la lecture et délibéré 19 octobre. 19 octobre. Voilà. Je crois, monsieur, 19 octobre, je ne suis pas là, moi, pour polémiquer, pour quoi que ce soit. Je suis là pour faire respecter les règles de droit dont je me suis retrouvé victime. Mais je sais bien, mais on est venu me chercher. Donc on me trouve donc aujourd'hui. Bon, stop. Hein? Stop. Je vous en remercie, monsieur le président, de faire droit à mes demandes. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.